Hello à tous, bienvenue ce soir sur ce live bonus, si je puis dire Antoine. On est trop content de faire ce live bonus avec vous ce soir et puis d'avoir des invités qui on a la chance qui ont pu nous rejoindre. On est vraiment content de pouvoir échanger avec eux. Et puis comme d'habitude, donc ça sera Shannon ce soir. Je suis community manager chez Picture Organic Clothing. Je vais animer ce talk et je suis ravie de pouvoir aussi de mon côté pouvoir questionner Mathias et Mathieu, qui sont membres de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis avec moi, comme d'habitude, Antoine, qui est directeur de Protector Winter France et qui va nous parler un petit peu de ce projet qu'on avait en commun depuis maintenant un mois, Antoine, et qui arrive un petit peu à sa date fatidique avec ces élections. Ça va, Antoine? Ouais, hello Shannon, ouais, ça va et toi? Bon, écoute, nickel. Il y a un orage ici sur Annecy. J'imagine que chez toi, c'est pareil. Écoute, tu vois la lumière sombre qui m'entoure, ça s'est couvert en 2 secondes. Là, on va croiser les doigts pour qu'Internet tienne le coup pendant la session, au moins que je puisse présenter un petit peu tout ça au début et puis pour pouvoir suivre les discussions après, parce que ce soir, on aura, pour prendre la parole aussi, Travis, le travailleur de l'ombre incroyable sur tout ce projet qu'on a eu pendant un mois, qui, je pense, aura bien sa place dans les discussions qu'on aura ce soir avec toi et avec tous les invités. Donc, très content d'être là. Carrément. Et alors, Antoine, dis-moi comment cette campagne arrive, elle touche un petit peu à sa fin. Juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce Digital Talks, parlons un petit peu d'Objectif -57. Ouais, écoute, on a passé déjà une première étape assez importante qui était le premier tour ce dimanche. Je pense qu'on en reparlera pendant les discussions, hein. C'est quelque chose qui est en demi-teinte peut-être de manière générale, mais nous, la campagne, je pense qu'on considérera que c'est une réussite parce que déjà, on a pu la tenir pendant 2 mois malgré les conditions sanitaires, les conditions folles. On a réussi à faire plein de choses différentes qui ont toutes bien marché, en tout cas, qui ont toutes eu le mérite d'exister, et ça, on est vraiment content. L'idée, c'était simple, c'était de prendre un peu une échéance comme les élections régionales, qui n'est pas celle qui attire le plus de monde, et on a pu voir encore ça ce week-end. Je pense par contre les raisons pour lesquelles elles n'ont peut-être pas attiré de monde, on pourra en discuter un petit peu plus tard. Elles ne sont pas aussi simples qu'on aimerait le faire croire, et ce n'est pas juste les gens qui ne sont pas motivés, à mon avis. Et intéresser tout ce monde-là à la question des régionales à travers le spectre de la mobilité, parce que comme on en a parlé beaucoup pendant toutes ces soirées, nous, en tant que passionnés de montagne, très clairement, un des plus gros impacts qu'on a sur les milieux qu'on fréquente et qu'on adore, c'est l'impact de nos transports. J'ai été coupé, je crois. Ouais, mais on t'entend. De mon côté, on t'entend, Antoine. C'est juste la caméra. Tu m'entends? Ok. Antoine nous rejoindra un petit peu plus tard s'il arrive à nous rejoindre. Juste pour ceux qui découvrent la plateforme, sur votre droite, vous avez le chat. Franchement, c'est l'outil vraiment à prioriser pendant ce Digital Talks. Vous allez pouvoir poser vos questions à Mathias, à Mathieu et à Travis. J'essaierai d'être le plus réactif possible pour questionner nos invités. L'objectif aussi, c'est d'avoir un replay ce soir. Donc, si vous devez pas nous quitter un petit peu plus tôt, pas de souci. Vous pouvez nous retrouver sur la page YouTube de Protector Winters France, où vous pourrez retrouver ce live. Donc ça, c'est très cool. Juste une dernière chose avant que nos invités nous rejoignent. On a un jeu avec Pau et donc avec Antoine et Travis et Picture. On a décidé de vous faire gagner des lots tout au long de ces soirées. Ça touche à sa fin ce soir. Les lots sont toujours là et puis le tirage au sort a lieu très très prochainement. Donc n'hésitez pas, du coup, je vais vous poser des questions dans le chat avec différents sondages. Il vous suffit de répondre aux questions et je tirerai au sort pour faire gagner notamment un skate Picture. On aura aussi des gourdes et puis des accessoires de peau et de Picture. Je vais commencer par du coup introduire nos invités, donc qui sont Mathias et Mathieu, et de la Convention citoyenne pour le climat, et puis Travis de Protector Winters France. Je vais les laisser me rejoindre, je vais leur envoyer une invitation tout de suite. Hello tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello Travis, bonjour Mathieu, hello Mathias. Merci tous les trois de nous rejoindre ce soir pour cet échange, j'en suis sûre qu'il sera très enrichissant.
En tout cas, j'ai hâte déjà, moi, de mon côté, de vous poser plein de questions. J'imagine que Trévis aussi. On est trop content de clôturer cette période de talks avec vous. Et puis, n'hésitez pas aussi en commentaire à poser vos questions. Il y a Antoine qui nous dit du coup que l'orage a été plus fort que sa connexion Internet. Et Antoine, on comprend bien, dans les Bauges, la connexion Internet, elle est un peu faible. Je voulais commencer peut-être avec Mathias. C'est vrai qu'avant d'être en ligne, on n'a pas eu le temps d'échanger et de se présenter. Du coup, Mathias, d'où tu viens? T'es où en France? Ouais, je suis en banlieue de Grenoble, dans le Vercors. Trop cool. Donc, t'es pas très loin de nos montagnes. Je suis même dans la montagne, À on va côté. dire. Ouais. Trop cool. Et donc, Mais on j'ai a pas encore Mathieu. l'orage. Ouais, il va pas tarder. Je pense qu'il va passer chez Antoine et puis il ira chez toi derrière. On a aussi Mathieu qui est avec nous. Salut Mathieu. Salut. Et toi, tu m'as dit tu viens de région parisienne du coup. Ouais, exactement. Moi, je viens de Seine-et-Marne. On est Trop bien. calé entre parc d'attractions et un aéroport. Et puis Trévis qui était l'homme de l'ombre, si vous avez suivi ces talks un petit peu tout ce mois, qui travaille chez Protector Winters France et qui a rédigé des articles vraiment au top. Je vais en profiter pour vous partager le petit pop-up qui va vers le site de Pau, où là-dessus vous trouverez tous les articles que Trévis a pu écrire. Ça roule, Trévis? Bah ouais, nickel. Ça va, vous m'entendez bien? Écoute, c'est nickel. Je vais juste commencer par un peu poser des questions, si tu me permets, Trévis, à Mathias et Mathieu, se dire déjà, avant tout cet événement et cette convention citoyenne pour le climat auquel vous avez participé, quelle est votre profession déjà à côté? Nous expliquer un petit peu votre background. Est-ce que vous aviez vraiment des connaissances sur ce sujet climatique? Comment vous avez été amené à apprendre que vous avez été tiré au sort pour faire partie de la convention collective? C'est un truc qui doit être assez... en tout cas, moi, je me questionne vachement là-dessus. Ça doit être quelque chose qui a un petit peu, entre guillemets, chamboulé votre vie. Enfin, c'était un événement assez cool. Si Mathieu, tu veux commencer? Ouais, alors moi, je travaille, je suis fonctionnaire territorial. Je travaille pour une commune, une petite commune de 10 000 habitants. Donc moi, j'étais au départ intervenant dans les centres sociaux. Donc, j'étais amené à participer à des événements avec certaines associations. Donc, j'avais déjà un petit peu effleuré le sujet du climat, mais j'étais quand même très loin des connaissances qu'on a pu avoir pendant la convention. Donc du coup, oui, les petits gestes du quotidien, les gestes de bon sens, mais ça allait pas forcément plus loin. Puis le tirage au sort, oui, moi clairement, j'étais en train de bosser quand j'ai reçu un coup de fil de l'impossible auquel j'aurais jamais répondu en temps normal, un numéro que je connais pas, je décroche, une démarche qui faisait presque commerciale. Je finis quand même par répondre aux questions et puis 2 mois après, on m'a confirmé ma participation et c'était parti. Voilà, c'est aussi simple. Trop cool. Et toi, de ton côté, du coup, Mathias, comment ça s'est passé? Développeur web indépendant dans la vie, et au niveau écologie, je faisais partie des rares énervés de l'écologie avant d'arriver à la convention. Alors pas militant, je peux plus dire vraiment que j'ai jamais été militant, vu que depuis la convention je suis passé dans l'autre camp un peu malgré moi, mais bon, j'étais plus à changer mon quotidien et changer ma façon de vivre pour avoir le meilleur impact carbone possible. Voilà, en pensant que le simple fait de moi montrer que c'était possible avait suffisamment de rayonnement sur mon entourage pour dire que ça avait un effet bénéfique. Et puis un jour que j'étais passablement bourré dans un parc à Lyon où je vivais encore, pour faire la passation de présidence de mon BDE, je reçois un coup de fil de l'impossible auquel je ne crois pas parce qu'il y avait des potes qui m'attendaient au bar et je pensais que c'était eux qui me faisaient une blague. Et au bout d'un moment, j'ai bien capté que quand le monsieur insistait en me disant que c'était pas une plaisanterie, c'était pas une plaisanterie. On me proposait réellement d'aller participer à une espèce de convention citoyenne à Paris organisée par Macron, que c'était bizarre. Et donc voilà, j'ai fini par accepter de le croire. Je suis quand même allé vérifier sur internet après et c'était vrai en fait. Et j'étais, je me suis lancé dans cette espèce d'aventure un peu folle.
Trop chouette. Et ouais, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que on vous questionne sur est-ce que tu peux être d'accord ou tu peux ne pas être d'accord, ou en tant que citoyen, c'est vraiment dans tes obligations, si tu as été tiré au sort, de te rendre sur ces travaux? On est totalement libre d'accepter ou non. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Je serais intéressée de le savoir. Moi, clairement, c'est j'ai une petite fille de 6 ans maintenant. Et c'est mon moteur absolu depuis le début de la convention. C'est chouette de dire que tu peux participer en fait à travers ce tirage au sort et puis cette chance que tu as eue au futur de ta fille. Donc ça, c'est cool. Et toi, du coup, Mathias, ouais, c'était que tu avais déjà cet ADN où tu cherchais vraiment à faire cet ADN, cette fibre écologique, quoi. Ouais, en fait, il y a deux choses. C'est et le côté écolo, j'étais déjà sensible au dérèglement climatique, à l'urgence et à la gravité de la situation. Donc, en fait, qu'il y ait quelque chose qui semblait me proposer de faire un peu plus ou d'aller dans le bon sens, c'était intéressant. Et à côté, j'étais aussi en total décrochage politique parce que je considérais que notre système, il avait rien de démocratique. Et à part le nom, quoi. Et j'étais déjà intéressé par tout ce qui était démocratie participative, enfin renouveau démocratique en mettant réellement les citoyennes et les citoyens au pouvoir. Donc en fait, qu'on me propose d'un seul coup de faire quelque chose qui cumulait les deux, c'était vraiment absolument dingo. Et bon voilà, j'ai pas vraiment beaucoup hésité, quoi. Trop cool. Et Travis, tu me coupes si tu as une question. Je voulais encore poser une question aux garçons avant de passer peut-être à l'étape du pendant. Comment vous avez mené les travaux, comment vous avez mené à formuler les propositions. Mais ma question, c'est de dire, ouais, du coup, quels sont les autres profils qui étaient avec vous? Il y a un petit peu de tous les profils? Ouais. D'accord. Il y avait une sacrée diversité. Enfin, c'est difficile de décrire les profils parce que il y a eu une recherche une fois le tirage au sort fait. Il y a eu une recherche de diversité sur plein de critères différents et bah du coup il y avait plein de profils différents à tous les niveaux. Ça allait de 16 ans à 85 ans, ça allait d'étudiants à médecins, à aussi manutentionnaires, fonctionnaires, indépendants. Ils avaient repéré en fait que pendant on s'était aperçu que finalement les gens non diplômés se mobilisaient assez peu sur ces questions-là et c'était aussi un des critères et les personnes qu'ils essayaient d'aller chercher aussi. Pendant le grand débat, ils s'étaient aperçus que ces gens-là s'étaient très peu déplacés. Je dis ces gens-là, j'en fais partie. Mais c'est effectivement, ils voulaient absolument aussi avoir cette représentation de toutes les populations. On avait aussi des gens qui ont connu la grande précarité. Voilà, on avait des gens aussi qui avaient des handicaps, des climato-sceptiques, enfin bref, vraiment tout un panel justement pour que ce soit vraiment représentatif de la France. Et tous les territoires aussi. C'est-à-dire qu'il y avait urbain, périurbain, rural, et puis tous les territoires de France, départements comme départements d'outre-mer, qui étaient là. Et tout à l'heure, moi j'ai une question. Tout à l'heure, Mathias, tu disais que tu faisais partie des rares personnes qui avaient, justement, pour reprendre l'expression de Shadon, la fibre écologique. Tu arriverais à estimer un peu la proportion de personnes qui sont arrivées en ayant déjà été plus ou moins sensibilisées? Non, parce que quand je suis arrivé, je connaissais pas les 150. Et c'est ça, est-ce qu'au final, après les différentes étapes qu'il y a eu, le processus qui a été mis en place, vous avez pu échanger avec tout le monde? Et puis, est-ce que ça a fait vraiment un réel groupe, ou c'était quand même un nombre tellement important qu'au final, vous n'avez pas pu créer réellement d'échanges avec tous? En fait, on a été très rapidement répartis en groupes de travail autour de grosses 5 thématiques, mais les échanges ont été tout le long de la convention parce qu'en fait, on était tous rassemblés au même hôtel, donc forcément, on débriefait aussi nos journées. Donc, on a été amenés à tous un peu se côtoyer et à échanger avec plus ou moins d'affinité, mais voilà, on a eu dès le départ une intervention de Valérie Masson-Delmotte qui nous a un peu tous mis dans le même objectif et dans le même train. Et donc, c'était quelque chose d'assez intéressant parce qu'effectivement, quelles que soient nos idées générales et politiques en particulier, finalement, on s'est tous embarqués avec le même objectif. Donc, c'est vrai que souvent, on nous a traités de Khmer vert, ce genre de choses, alors qu'au final, là, on l'a vu pendant les régionales, on avait une quinzaine de citoyens qui sont présentés, mais sous plein d'étiquettes différentes. Mais par contre, le point commun qu'on avait, c'était justement ce besoin d'aller chercher des solutions tous ensemble.
Très cool. Et du coup, ouais, si je rebondis sur ce que tu dis, Mathieu, peut-être Mathias, tu peux nous expliquer, ça a été quoi ensuite l'étape suivante? Donc, ok, on vous a appelé, vous avez eu le choix de faire partie ou non de ce groupe avec les citoyens. Ensuite, quelles ont été les étapes? Il y a eu, je pense, première grosse étape de la première session, Mathieu a commencé à parler, qui est l'intervention de Valérie Masson-Delmotte, mais c'était pas la seule experte, c'était quand même la plus marquante et la plus connue mondialement, qui a mis tout le monde à niveau sur l'urgence climatique, la situation actuelle, et c'est ça qui me permet de dire que je faisais partie des rares vraiment courants, des rares écolos en arrivant, parce qu'il y en a beaucoup qui ont reçu une énorme claque à ce moment-là, parce qu'ils n'étaient pas conscients du mur sur lequel on fonçait. Et il y a eu une espèce d'ambiance de mort le soir où tout le monde a réalisé qu'en fait on fonçait droit dans un précipice, quoi. Donc en fait plein de gens n'étaient pas au courant, et en fait il y a eu cette première session de mise à niveau où on a pris de l'information, on a aussi débattu autour de notre mandat, donc qu'est-ce qu'on nous demandait exactement, c'était quoi ces moins 40%, par rapport à quand, qu'est-ce qu'on a déjà fait comme chemin, qu'est-ce qui reste à faire, c'est quoi les grands, comment on émet les GES, enfin, voilà, tout ce type d'informations, et puis qu'est-ce qu'on entend par justice sociale aussi, comment on définit tous ensemble ce que c'est que la justice sociale et qu'est-ce qu'on va entendre par ça dans notre façon de travailler. Et ensuite, il y a eu on a été répartis en groupes thématiques et puis on a commencé à travailler un peu de la même façon. On prenait de l'information, puis on en discutait en groupe, on travaillait en groupe et on élaborait des idées qui se sont peaufinées avec le temps petit à petit. Et je rebondis juste, Mathias, je me permets, sur ces moins 40%. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas peut-être cette notion-là et puis cet objectif qui a été fixé par la Convention, est-ce que tu peux nous le réexpliquer? Le mandat du gouvernement, exactement, c'était de nous demander de faire des propositions pour réduire les émissions de la France, les émissions de GES de la France de moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990, et ce dans un esprit de justice sociale. Ça, c'était le mandat officiel du gouvernement. Et l'autre truc avec lequel on a dû composer, c'est qu'il y avait un engagement public du président de la République qui était que tout ce qu'on allait proposer, ça allait être transmis sans filtre au Parlement. Ou alors dans la réglementation, si on demandait que c'était dans la réglementation, ou bien un référendum si on demandait que c'était soit transmis au référendum. Voilà. Donc on a fait notre part du marché, c'est-à-dire qu'on a fait les propositions et le président n'a pas tenu sa part du marché, c'était de transmettre tel quel. Et du coup, si on revient au niveau des propositions, parce que tu nous disais, Mathieu, il y a eu des groupes de travail. Est-ce que tu peux nous dire, toi, sur quel groupe de travail tu as dû travailler? Oui, alors moi j'étais dans le groupe Se Déplacer, mais j'étais dans le groupe Se Déplacer avec Mathias aussi. Ah ok, vous étiez dans le même groupe de travail. Ouais. Donc toutes les questions liées justement au déplacement, mais là, nous, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait d'énormes contrastes entre les urbains, périurbains et comment dire ruraux. Et ruraux, merci, la fin de journée. Et effectivement, voilà, il y avait des mises à niveau à faire un peu sur tous les territoires. Donc c'était assez intéressant de travailler là-dessus. Et on parlait pas, évidemment, là pour le coup de justice sociale, mais c'est pareil, c'était un chapitre très important sur cette thématique-là. Et vous étiez combien dans ce groupe de travail? On était une trentaine. Et donc vous avez pu, donc, à partir de ce groupe de travail, formuler réellement les propositions. Vous en avez pu en formuler combien sur ce groupe-là? 43. 43. Donc c'est déjà une grosse part. Donc il y a eu 149 propositions, si je ne me trompe pas. Et vous avez pu déjà, sur ce sujet-là, en formuler 43. Ouais. Donc c'est un bon job, non? Qu'est-ce que tu en dis, Mathias? Clairement, je ne vais pas dire qu'on était le meilleur groupe parce que je n'étais pas dans l'équipe pour comparer, mais je suis quand même pas mécontent d'être tombé dans ce groupe-là. Je pense que c'est le hasard qui a fait les choses. On a tiré au sort nos groupes. On a quand même, je trouve, eu beaucoup de chance d'avoir un groupe qui avait une très bonne ambiance, qui était extrêmement volontaire et qui a su aller de l'avant et faire un bon esprit de corps et trouver un terrain d'entente sur la plupart des sujets. Ce qui nous a permis de ratisser large. Pour ceux qui nous regardent, je vous partage les propositions qui sont sur la gauche. Trévis, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est ce que j'allais dire. Oui, il y a toutes les propositions par thématique, etc., qui sont trouvables.
Et moi, mes questions, c'est du coup, comment ça s'est organisé en détail votre travail et avec qui, au-delà des personnes avec qui vous étiez dans le groupe, vous vous êtes retrouvés à travailler? Bah, en fait, justement, c'était quelque chose de très important, c'était d'avoir, avant de commencer à travailler sur nos mesures, c'était de rencontrer un maximum d'experts de tous les secteurs sur lesquels on allait travailler. Mais on a autant rencontré Priscilla Ludowski, qui fait partie des leaders un peu gilets jaunes, que Louis Gallois, qui représentait l'industrie automobile. On a rencontré des syndicats de routiers, on a rencontré le responsable du ferroutage de la SNCF. On a essayé vraiment de rencontrer un maximum d'acteurs avant de se prononcer et de commencer à travailler sur nos mesures. Et puis par la suite, on a travaillé aussi avec un comité légistique qui nous a permis de faire la traduction de nos mesures pour qu'on puisse le basculer en texte de loi. Et c'est là où on a commencé à voir ce qu'on pouvait mettre de manière réglementaire et d'autres qui nécessitaient de passer sous forme de loi. Et donc voilà, ça s'est articulé comme ça pendant toutes les sessions. Ok. Je vais reprendre la question d'Antoine. C'est qui a choisi les acteurs que vous avez rencontrés? C'est un mélange entre nous-mêmes, si on demandait un nom en particulier, et le groupe qui coordonnait, qui faisait gérer notre emploi du temps, qui nous trouvait les experts et expertes à interroger, qui était appelé le comité de gouvernance, qui était composé d'une grosse quinzaine de personnes, je crois, d'acteurs et d'actrices de divers horizons, et qui donc, quand on demandait à interroger quelqu'un qui pouvait nous parler par exemple du ferroutage et de pourquoi il n'y a pas plus de fret à la SNCF, on n'avait pas de nom précis à demander, et donc c'était ce comité-là qui allait nous trouver des gens à interroger. Ok. Mais il n'y a personne qui vous a été imposé sinon? Enfin, vous n'aviez pas d'obligation de forcément rencontrer des acteurs de l'aéronautique, des acteurs de l'automobile précis, hein? Sur les premières sessions, quand on n'avait pas encore pu exprimer de souhait d'auditionner certaines personnes, il y a des personnes qui techniquement nous ont été imposées. Pour autant, j'ai jamais entendu personne s'en plaindre proprement parler. Enfin, c'était quand même intéressant d'entendre le patron des aéroports de Paris. Après, libre à nous d'apprécier ou non son intervention. Ouais. Et parmi ces rencontres-là, il y en a certaines. Excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai juste demandé, parmi ces rencontres-là, il y en a quelques-unes qui ressortent vraiment du lot et qui vous ont marqué? Je pense que ce ne sera pas les mêmes pour Mathieu comme pour moi. Ouais. Une réponse chacun? Enfin, des réponses chacun? Après, à différents niveaux, moi j'avoue que la rencontre entre Priscilla Ludowski et Louis Gallois était un peu lunaire. Et après, j'avoue que moi, l'intervention aussi, mais là c'était plus dans sa globalité, parce que là c'était les 150 qu'il recevait. L'intervention de Nicolas Hulot aussi était assez intéressante. Et pour le coup, son intervention, c'était pas tant sur son engagement, mais c'était surtout par rapport à son parcours politique, en fait, ce qu'il avait amené à accepter de faire partie d'un gouvernement et ce qu'il avait fait finalement démissionner assez vite. Et les réponses qu'il avait pu nous apporter, moi, m'avaient assez intéressé, et en tout cas donné un peu une idée. Et finalement, ce qu'on a pu vivre par la suite, lui donnait pas forcément tort. Et toi, de ton côté, Mathias? Pour ma part, c'est j'ai plus son nom, mais c'était une personne qui travaillait au Forum Mobilité SNCF et qui s'intéressait à pourquoi les gens bougent en fait. Qu'est-ce qui justifie la mobilité des gens, et donc qui était capable de nous apporter des réponses sur ces trajets domicile-travail, qu'est-ce qui fait qu'on prend sa voiture ou plutôt le train, ou est-ce qu'on d'ailleurs on a envie de prendre sa voiture ou le train, et qui avait notamment des diagrammes même pas d'un report modal, mais d'un report modal dans la vie, c'est-à-dire entre telle tranche d'âge et telle tranche d'âge, cette personne va utiliser tel véhicule, et puis en fait parce qu'elle a un enfant, elle change sur une voiture, mais puis parce qu'elle déménage, elle peut rechanger sur autre chose. Et il y avait, je me rappelle que j'avais vraiment énormément appris, et je m'étais dit c'était vraiment cool. Je découvrais qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ça, et qu'en fait on avait énormément de données et de connaissances sur ce sujet, et peut-être qu'on les exploitait juste pas assez. Moi, j'ai une petite question. Travis, si tu en as une après, je te laisserai. On est curieux avec Travis. Mais là, l'objectif, tu vois, de la campagne de Pau, et puis c'est vrai que nous, au Picture, en tant que marque outdoor, on s'intéresse vachement au milieu de la montagne. Et donc, c'est moins 57, ça représente les émissions de gaz à effet de serre d'une station. Est-ce que vous avez abordé la problématique du tourisme, la problématique des mouvements touristiques, comment améliorer ces mouvements de mobilité?
De mémoire, pas vraiment. Tu me corriges si je me trompe, Mathieu, mais sur les transports, on visait la voiture individuelle, l'utilisation en solo de la voiture individuelle. Enfin, l'utilisage, ça n'existe pas. Et le premier truc qu'on a ciblé, c'est le trajet domicile-travail. C'est ça, d'accord. Ça n'est pas trop le tourisme. Après, je pense que volontairement, l'industrie du tourisme a su rester discrète à ce moment-là et passer entre les mailles du filet, notamment parce que y a l'aérien derrière et que l'aérien est malin. En parlant de l'aérien, pour revenir sur la question des acteurs, est-ce que il y a des acteurs avec qui ça a été un peu plus difficile de travailler, avec qui vous sentiez que la discussion allait forcément aller que dans un seul sens, ou avec qui les échanges pouvaient être plus compliqués que d'autres? Comme évoqué juste avant par Mathias, mais oui, le milieu aérien, ça a été très 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 compliqué, très compliqué. Pareil. C'est clairement, pour reciter le directeur des aéroports de Paris, j'étais pas convaincu sur le fait qu'il voulait absolument sauver les enfants de la planète. Mais, pourtant, c'est ce qu'il nous a chanté pendant 1h30, quoi. Ok. Vous pouvez expliquer davantage en quoi c'était plus compliqué, ou c'est compliqué d'expliquer pourquoi c'est compliqué? Absolument pas. Ouais, c'est juste simplement que les arguments me convainquaient pas, quoi. Ouais. C'est ça, et alors après, il y a un avant, il y a un pendant la convention et un après la convention. C'est-à-dire que pendant la convention, on a eu des acteurs assez discrets du milieu aérien, et après la convention, et Mathias et moi, on a été un peu en première ligne, le lobby aérien a fait son travail. Il se trouve qu'en plus de ça, ils ont un ministre du transport qui n'avait pas besoin qu'on lui tienne la main pour détricoter nos travaux. Donc tous les signaux étaient dans le vert pour que le lobby aérien puisse faire son boulot. Mais clairement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont compris à un moment donné qu'ils n'allaient pas pouvoir, ils ne nous cernaient pas, comme malheureusement les politiciens et comme aussi certains lobbies, ils ne nous cernaient pas, ils n'arrivaient pas à retrouver les codes qu'ils utilisaient habituellement. Donc ils ont laissé glisser la convention. Et une fois que la convention a été terminée, ils sont revenus à la charge cette fois-ci pour interpeller les parlementaires, les ministres, et reprendre finalement leur code habituel. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, malheureusement, ce qui est absolument stupide. Mais bon. C'est le même ressenti pour toi, Mathias? Ouais, exactement. Ouais, on a vécu la même expérience avec Mathieu à ce sujet-là, et c'est vrai que l'après-convention avec l'aérien a été vraiment très trash. Enfin, c'est clairement pas, ils n'ont pas été tendres, quoi. Je sais pas si tu as d'autres questions sur le pendant, Shannon, mais ça fait peut-être la bonne transition avec l'après. C'est ce que j'allais te proposer très vite, c'est de voir avec Mathieu et Mathias. Du coup, ok, les propositions ont été formulées. Comment ça s'est passé par la suite? Pour poser une question peut-être plus précise, moi, la première question, c'est comment vous avez vécu dans un premier temps, avant donc les débats sur la loi climat, etc. Comment vous avez vécu les différentes déclarations d'Emmanuel Macron? Comme par exemple, quand il me semble que c'était en décembre 2020, il dit j'ai 150 citoyens, je les respecte comme des parlementaires, mais je vais pas dire parce que 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran ou machin. Comment, quand on a bossé en tant que citoyen des mois sur ça, on vit ça? En fait, on a fait un peu les montagnes russes pendant tout le long de la convention. C'est-à-dire que la convention, on a appris énormément sur le climat, on a appris énormément aussi sur le milieu politique, et on a appris aussi énormément sur la communication et les médias. Et donc, finalement, moi, je sais qu'au bout d'un moment, je faisais un peu abstraction de ce genre de choses, parce que si on prenait à la lettre tout ce qui pouvait être dit, traduit et annoncé par les médias, c'était assez compliqué de s'en sortir, et on finissait au fond du trou. Donc moi, personnellement, j'avoue que j'ai fait plutôt abstraction de ces petites phrases en me disant on va finir nos travaux et puis on va voir à ce moment après ce qu'il en est réellement. Idem pour toi, Mathias? Non, pas vraiment. Moi, j'ai super mal vécu pas tout l'après-convention, parce qu'il y avait des trucs extrêmement intéressants aussi, et on a eu une opportunité de dingue, je trouve, de pouvoir faire des réunions avec des ministres, de pouvoir faire des réunions avec des députés, d'aller à l'Assemblée nationale, au Sénat, de découvrir toute
toute une partie du monde politique qui nous est quand même assez inaccessible dans notre vie de petit grouillot. C'était plutôt chouette. Par contre, ouais, les réactions du président, je rejoins Mathieu sur le fait que c'était des montagnes russes. On est convié à l'Élysée une semaine après avoir rendu nos travaux. On est accueillis, on a des petits fours dans le jardin de l'Élysée. Enfin, c'est un truc totalement inouï. Là, on se prend, je retiens tout. Ah, super, sauf 3. Ah bon? Bon, c'est toujours mieux que rien. Le lendemain, finalement, le moratoire sur la 5G, on l'oublie. Le surlendemain, Bruno Le Maire qui dit vous touchez pas à la TVA sur les billets de train. Et vas-y, qu'il y a tout qui commence à sauter en une semaine. Donc au final, on se retrouve avec une quinzaine de trucs en moins. Et donc là, on redescend. Et puis dans l'été, finalement, on commence à faire des réunions avec Matignon, avec des députés, avec des gens qui nous soutiennent. Et on se dit peut-être que finalement, ça va le faire. Et puis en septembre, on fait des réunions de concertation avec le ministère où on se fait attaquer dans les médias en même temps qu'on a une réunion avec le lobby aérien où on nous traîne dans la boue comme si on était des pauvres débiles, où on se dit d'accord, en fait tout est orchestré depuis le début, ils veulent juste nous instrumentiser pour réduire à néant nos propositions. Et puis finalement il y a un projet de loi de finances avec des députés qui se bougent, on se dit il y aura peut-être encore des trucs qui vont passer, et puis on se retrouve en décembre avec un projet de loi inefficace et un président qui dit non mais en fait sans filtre ça voulait dire que je vais lire les propositions, mais voilà, c'est tout, je vais pas plus loin. Voilà, bon après à partir de décembre, moi je pense que j'étais déjà trop au fond des montagnes russes pour me dire que ça pouvait remonter un jour, et je crois que j'ai bien fait parce que ça n'a jamais remonté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié à toute cette médiatisation qu'il y a eu aussi autour de tout ça? Absolument pas, non. Je pense que c'est juste parce que les politiques sont vraiment à chier, mais je peux ne pas avoir raison. Alors pour développer un peu la pensée de Mathias, en tout cas ma traduction. Non, mais effectivement, il y a un véritable manque de courage politique. Moi, j'ai le souvenir d'une rencontre avec des parlementaires, en l'occurrence de La République En Marche, où ils étaient tous tendus comme pas possible, jusqu'au moment où on leur a dit « Mais nous, nos propositions, elles sont pas là pour détruire vos bassins d'emploi. » Et eux, ils ont compris pour pas détruire nos bassins d'électeurs. Et c'est clairement la crainte. Avec les régionales qui sont arrivées, les départementales qui sont arrivées, à un moment donné, ils se sont tous dit « Mais comment on va rentrer chez nous ? Et comment on va défendre un programme qui plaît aux gens sans se faire taper sur les doigts si on prend des engagements forts? Seulement, le problème, c'est que ces engagements qu'ils refusent de prendre à l'heure actuelle, ce sont des engagements qui vont être imposés. On parle souvent de nos propositions comme liberticides. Dans un premier temps, c'est complètement faux. Le mot aide, accompagnement est beaucoup plus présent que le côté taxe et répressif. Et en plus de ça, de toute façon, le climat va nous imposer des décisions qui vont être radicales. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Et donc, au lieu de faire un virage doucement, tranquillement, pour amener les gens, la population, vers une prise de conscience, on continue à foncer dans le mur. Et quand on arrivera dans le mur, on l'aura pleine poire. Je fais souvent le parallèle entre la Covid, et le climat. La Covid, c'était en Chine. Voilà, c'est loin. Bon, c'est en Chine. Ah, c'est en Italie. Ça va, c'est pas encore chez nous. Et quand ça nous est tombé dessus, c'est là qu'on a commencé à réagir. C'est exactement la même chose avec le climat. On a déjà des îles, on a déjà des pays qui prennent de plein fouet la crise climatique. Et pour l'instant, on ne s'affole pas. On a encore eu un épisode orageux pas possible il y a même pas quelques jours. Moi, j'ai des gens autour de moi qui me le disent. Oh là là, et ça va arriver de plus en plus souvent. Et pourtant, ça ne les fait pas plus réagir que ça. Ils réfléchissent à quel SUV ils vont essayer d'acheter. Donc, on est exactement sur le même principe que ce qu'on a pu connaître pendant la Covid. Les gens attendent et se disent oh, c'est chez les autres, jusqu'à un moment où ça leur tombe sur le coin de la tête. Et malheureusement, les politiciens nous entraînent aussi dans cette démarche-là. Pour rebondir là-dessus, ton message, il fait quand même, il tombe au bon moment, si je puis dire, et il fait un peu écho au fait que aujourd'hui, on a eu les premières conclusions du rapport du GIEC qui sortira en 2022, qui sont sorties, et qui nous annoncent clairement que l'humanité va connaître des retombées cataclysmiques, pour reprendre leurs termes, et qu'ils nous expliquent que la Terre pourra s'en sortir, mais pas nous. Et donc oui, ça fait totalement écho à ce que tu disais. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Mathias avant, par rapport justement à tout votre travail, etc., au moment où c'est terminé, est-ce que vous vous dites que normalement tout va passer par rapport au fait que on vous a mis en confiance, etc., ou est-ce que vous doutiez déjà qu'il y a des propositions qui seraient modifiées
voire supprimé. Quel est votre niveau de confiance en fait au moment d'aborder la fin et avant qu'Emmanuel Macron sorte ses jokers illimités? Personnellement, je m'attendais à ce que ce soit modifié, mais par le Parlement, pas par le gouvernement. Je m'attendais à ce que l'engagement de base soit tenu, principalement parce qu'un engagement public devant tout le monde, ça me semblait difficile à traîner dans la boue, mais visiblement rien ne l'arrête. Par contre, oui, j'imaginais bien que le Parlement ferait le même travail que le gouvernement, mais un peu plus tard. Ok. Tu vois, c'est peut-être différent, par contre. Non, je te rejoins complètement. Moi aussi, j'espérais aussi une diffusion sans filtre au Parlement, avec derrière, effectivement, un retravail des parlementaires sur certaines de nos mesures, mais pas aussi massive. Et effectivement, on leur a prémâché le travail, quoi. Et avant de juste poser la question de David qu'on a eu dans le chat, j'ai une question. Les garçons, est-ce que on voit que Mathias, il est quand même assez, il nous a bien expliqué ce phénomène des montagnes russes et puis un petit peu de déception. Malgré tout ça, genre ton feedback sur l'expérience, tu trouves que c'était une expérience que t'as vachement de gratitude d'avoir vécu ça. Comment tu fais le feedback de cette expérience? L'expérience de la convention, on va dire, encore une fois, on va séparer l'avant et l'après. Ou le pendant et l'après plutôt. L'expérience de la convention, le pendant la convention, jusqu'à ce qu'on rende nos travaux, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, que c'est, c'est le remède miracle au décrochage politique massif dans le pays et à un renouveau démocratique qui soit sain et qui soit vertueux et qui soit au service de la population. Je pense vraiment que là, on a un super socle pour commencer à bosser sur un renouveau démocratique. Et qu'il y a vraiment, on a prouvé que ça marchait, on a prouvé qu'on pouvait qu'on pouvait agir ensemble, qu'on pouvait faire de l'intelligence collective et utiliser ça pour la décision politique. Et voilà, ça m'a beaucoup enrichi et je souhaite vraiment qu'on puisse reproduire ça parce que je souhaite à tout le monde en France et même dans le monde de pouvoir faire ce genre d'expérience qui est super riche. Après, l'expérience de l'après, c'était très intéressant de voir le monde politique. Ça m'a même amené, moi, à me mêler au monde politique pendant un temps. Après, ça reste extrêmement décevant. C'est intéressant, mais c'est décevant. Le feedback de cette expérience que tu aurais? Alors moi, je séparerais le perso et le collectif. Le perso, ça a été ultra enrichissant parce qu'effectivement, ça m'a permis de désacraliser un peu l'aspect politique. Ça m'a permis aussi d'avoir une lecture un peu différente des médias, même si souvent on se dit ouais les médias, mais là on était au cœur d'un sujet médiatique et de le vivre de l'intérieur et de voir la traduction extérieure, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et après, bon, le collectif 150, c'est une chose aussi de se dire, l'intelligence collective a fait son travail. C'est-à-dire qu'on avait des gens de 16 ans, on avait des gens de 85 ans, des gens non diplômés, des gens ultra diplômés, et pourtant tous ensemble, on a réussi à sortir quelque chose d'assez fort. Donc ça, c'était effectivement. Par contre, pour le côté collectif, vraiment global, national, là, on est passé complètement à côté. Quand je dis on, pour le coup, je me désengage et je désengage les 150, mais le gouvernement est complètement passé à côté. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'international, on a eu beaucoup de contacts de pays étrangers qui nous ont un peu sollicités pour savoir un peu comment s'était passé ce projet. Ça a interpellé pas mal de gens. Moi, là, justement, je vais commencer une nouvelle expérience à partir du mois d'octobre où j'accompagne une convention citoyenne qui est un copier-coller de la nôtre, mais à échelle beaucoup plus petite sur une communauté d'agglos dans le 93. Donc là, on va confronter fin du mois et fin du monde. Et je pense que ça va être très, très intéressant de pouvoir appuyer justement sur... là, on va appuyer sur le côté justice sociale et ça va être intéressant. Mais oui, effectivement, c'est... plus à titre personnel et collectif, intelligence collective, ça a été intéressant. Pour le côté national, ça l'a été beaucoup moins, malheureusement. Et Mathieu, je rebondis du coup sur la question d'Antoine. Tu penses qu'à une échelle locale, comme tu vas t'investir là, ça va être plus pertinent? T'espères? Ouais, je pense vraiment parce que finalement, mais c'est un peu aussi, je pense, Mathias, tu diras ce que tu en penses, mais l'engagement qu'a pris Mathias ces derniers temps, je pense qu'il est aussi lié à ça, c'est-à-dire que c'est des territoires qu'on arrivera à faire remonter les choses. Pour moi, l'idéal, c'est de créer un étau en fait entre l'Europe, qui nous a aussi pas mal sollicité, et les territoires, pour vraiment mettre la pression à un moment donné sur les États. Alors là, on parle de l'État français, mais ça peut être sur chacun des États
et faire remonter les initiatives locales. Ouais, je pense qu'impliquer les habitants de chaque région sur les problématiques qu'ils peuvent constater au quotidien et de les faire réfléchir aux solutions qu'ils peuvent apporter, puisqu'ils ont les solutions entre les mains, je pense effectivement que ça peut être très constructif. Et toi, Mathias, t'en penses quoi? Je partage assez l'avis de Mathieu. Les territoires, ils ont une énorme marge de manœuvre sur plein de choses. Après, c'est plus par rapport à la question que je tique un peu. Je pense pas qu'ils puissent être plus efficaces ou plus pertinents. C'est juste une différence d'échelle et ça sera efficace à son échelle, ça sera pertinent à son échelle. Que ce soit au niveau municipal, départemental, régional, national ou européen, ce sont des échelles différentes, qui ont des leviers d'action différents, et la nation ne peut pas faire la même chose qu'une municipalité. Par contre, clairement, les deux peuvent faire des choses. Je pense que ça a sa place partout, et on ne peut pas se dire que parce que ça marche bien à un niveau, il ne faut pas le faire à un autre, quoi. Et du coup, je me permets de vous poser la question de David. Et c'est vrai que Travis nous a parlé tout à l'heure du rapport du GIEC. On en a parlé aussi beaucoup au bureau aujourd'hui. C'était un sujet intéressant. Est-ce que tu as eu le temps de regarder, vous avez eu le temps de regarder, les garçons, savoir si maintenant, avec les connaissances que vous avez acquéries, se dire comment vous recevez les derniers éléments du rapport? Perso, j'ai pas eu le temps de les regarder. Je peux pas trop répondre à la question. Pour le coup, en fait, moi, j'avais le souvenir de différents échanges concernant les premiers rapports du GIEC, où en gros, il y avait trois schémas qui avaient été mis en place par les scientifiques, qui étaient un peu catastrophiques, un deuxième un peu plus posé, le dernier un peu plus optimiste, on va dire. Je crois que c'était celui du milieu qui avait été choisi par les scientifiques. Et au final, on s'est aperçu qu'on était sur la trajectoire du pire. C'est malheureusement que la confirmation qu'on est dans le dur et qu'il va falloir réellement le virage dont on parlait, le mur qu'on va se prendre, finalement, il arrive beaucoup plus vite que prévu. Ouais, clairement. Pour rebondir un peu là-dessus, sans même parler du GIEC, tout à l'heure, Mathias, tu parlais un peu de la déception et des montagnes russes. Est-ce que pour vous, c'est quand même satisfaisant d'un point de vue personnel quand vous voyez le soutien que vous avez pu avoir, que ce soit de toutes les personnes qui ont manifesté pour la loi climat, ou quand il y a des instances comme le Haut Conseil pour le climat qui vont dans votre sens, etc. Même si voilà, c'est anecdotique, est-ce que vous, il y a quand même un moment où vous dites ce qu'on a fait, non seulement c'était juste, mais en plus tout le monde est d'accord avec nous, quoi. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Moi, je pense, personnellement, je trouve que c'est très très important. Sans ça, je suis pas sûr que j'aurais eu la force de continuer à porter les propositions, de continuer des réunions face au gouvernement, de continuer, en fait, juste de continuer. Et de savoir qu'on était soutenu, ça a été un des plus gros moteurs pour moi, de me dire qu'en fait, on faisait quand même. On se faisait pas fustiger partout, il y avait quand même des gens qui nous soutenaient et on avait quand même du coup un rôle à jouer, on n'avait pas fait n'importe quoi. Ouais, c'est presque un petit peu la touche d'espoir, c'est-à-dire qu'en fait, on a réussi par moment à mobiliser plus d'acteurs que des ONG qui étaient déjà mobilisés. C'est-à-dire que le fait qu'on soit de simples citoyens, pour la marche du climat, l'avant-dernière qu'il y avait eu, finalement, le fait qu'on soit des citoyens et qui soutenions la démarche, ça a permis d'engager aussi et de mettre un peu tout le monde dans la rue, que ce soit des représentants syndicaux, que ce soit des représentants d'organisations sociales, que ce soit des ONG. Et donc, on s'est aperçu finalement qu'on pouvait entraîner du monde derrière nous. Moi, j'avoue, honnêtement, j'étais étonné. J'étais sur Paris à ce moment-là et j'étais très, très étonné de voir les retours qu'on avait de tout type d'acteurs. C'était assez intéressant. On a eu aussi une pétition pour la défense de nos mesures qui a rassemblé plus de 500 000 signatures. Et effectivement, c'est peut-être la touche d'espoir, on va dire. C'était ça pour moi en tout cas. Et c'est aussi pour ça qu'on continue certains engagements pour essayer vraiment de défendre le truc au max. Tu me coupes, Shannon, c'était une question, mais je rebondis sur la notion de touche d'espoir. Et je fais le lien avec la loi climat. Par rapport à tout ça, quel regard vous portez sur les débats actuels, justement, autour de la loi climat? Par exemple, aujourd'hui, on vient d'apprendre que le Sénat vient de voter la diminution de la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5%, ce qui était l'une de vos propositions, tu en parlais tout à l'heure, Mathias. Est-ce que par rapport à ces débats-là, vous avez encore espoir que, sans dire que tout peut changer,
est-ce que vous avez espoir que quelques lignes bougent tant que la navette parlementaire n'est pas terminée et vous suivez ça relativement de près? Ou vous êtes plutôt résilient justement par rapport à ce que tu disais Mathias tout à l'heure en disant les terminus c'est terminé et vous suivez plutôt ça de loin? Bon, la TVA en tant que telle, le Sénat l'a déjà voté en novembre et l'Assemblée nationale l'a jeté à la poubelle derrière. Mais c'est pas la première fois qu'ils jouent à ce jeu-là du chat et de la souris. Ça fait plein de fois que le Sénat essaie de le faire passer et que l'Assemblée nationale le refuse. Non, moi les débats personnellement j'ai décroché. De temps en temps je vois passer un truc, mais ça me désespère plus que ça me met du baume au cœur. Donc de toute façon c'est plus une loi climat. Enfin ça s'appelle loi climat, mais c'est plus un saccage environnemental qu'autre chose. Donc j'ai pas envie de me contenter des miettes. Je pense que j'ai mieux à faire de mon temps en fait que d'écouter ces gens-là jouer avec des miettes quoi. Bah, pendant un temps, moi, je défendais le côté verre à moitié vide, moi, à moitié plein, mais non, vu l'urgence, sincèrement, il est vide et puis il restera vide. C'est-à-dire qu'on n'était même pas, nous, avec nos mesures, en capacité d'atteindre l'objectif qu'on avait fixé. Donc, de tout diminuer, de tout revoir à la baisse, pour ensuite remettre un cran au-dessus alors qu'ils l'ont baissé de 10, c'est bien pour se donner bonne conscience quand on est un sénateur ou un parlementaire et faire sa petite promo. Mais pour l'intérêt général, ça n'apporte strictement rien. Et je voulais juste partager aux gens qui sont avec nous. Du coup, sur votre site, j'ai trouvé l'avis que vous avez rédigé sur les réponses du gouvernement. Donc ça, vous êtes réunis tous ensemble pour retravailler ce rapport. Comment vous avez procédé? Alors, je prends connaissance du document en question. Ça, c'était donc suite à la session 8. Il me semble bien que c'est ça, Mathieu. Oui. On s'est retrouvés en visio pour faire ça. Et moi, j'étais farouchement contre le fait de se retrouver en visio parce que c'est pas vraiment se retrouver. Ah. Et j'ai pas vraiment participé à cette avis-là. Il a fallu qu'on mette des notes au gouvernement sur 10. Franchement, en plus de ça, ça faisait des mois qu'on s'était pas vus. Locaux avec tous derrière un écran, c'était complètement déshumanisé. Donc, on a pu porter un avis, il était évidemment négatif, c'était difficile de le porter de façon positive, mais c'était pas vraiment un reflet de la convention, cette dernière session. T'as le même retour, toi, Mathieu? Le même ressentiment? Ouais, c'est arrivé un petit peu sur un moment où on n'était plus... Comment dire, l'unité des 150, le fait d'avoir déjà tous des avis un petit peu particuliers autour de ce qui avait pu être dit ou fait par le gouvernement avait déjà créé un peu des distensions entre nous aussi. Hein. Certains, ce que je disais tout à l'heure, le verre à moitié vide, à moitié plein, bon, bah, certains étaient dans un camp, d'autres étaient un peu plus dans l'autre. Et forcément, c'était effectivement pas très intéressant comme piloter. Enfin, je sais pas, il y avait tout un truc. Voilà, mais on était assez nombreux à se demander un petit peu l'intérêt de ce truc-là. Nos 149 mesures n'avaient pas été retenues, alors une note donnée à un gouvernement, je ne suis pas sûr que c'est un impact phénoménal, et ça a été le cas, ça n'a rien changé pour eux. Et Mathias, j'ai juste une question pour toi. Tout à l'heure, Mathieu nous disait qu'il allait peut-être il allait intervenir en tant que témoin de cette expérience à une échelle locale. Toi, quels sont tes engagements dans les mois à venir? Est-ce que tu continues d'essayer de travailler là-dessus ou ça t'a complètement démoralisé et t'as arrêté ça? Actuellement, je travaille sur un très gros projet qui est de booter Vauquier de la présidence de la région. Ça prend du temps et de l'énergie. Et je pense que pour les mois à venir, je ne sais pas trop quelle forme l'engagement pourra prendre. Je tâtonne aussi pour voir qu'est-ce qui m'intéresse, dans quoi je veux me mêler. Du coup là, je suis encore en train de faire l'expérience de qu'est-ce que c'est qu'une campagne électorale. C'est super intéressant, c'est grisant, c'est pas trop mon kiff, mais c'est cool. Donc je suis pas sûr de retourner vers ça, mais par contre clairement essayer d'insérer un peu, même beaucoup plus d'intelligence collective et de fonctionnement
calqué sur celui de la Convention citoyenne, soit dans des conventions qui pourront s'organiser à différents échelons, soit dans les conseils qui existent déjà, que ce soit des conseils municipaux d'élus ou des conseils régionaux et départementaux de personnes qui sont élues. Il y a aussi moyen de faire de l'intelligence collective avec des personnes qui sont aussi très différentes. Voilà, je pense que je vais essayer de me diriger doucement vers ce côté-là de l'engagement, sans trop savoir encore à ce moment-là ce qui est possible de faire. Je rebondis juste du coup avec la question de David qui vient de nous écrire dans le chat. Selon vous, que manque-t-il comme information à la population générale pour que la prise de conscience se généralise sans les gouvernements? Quelles sont les informations, le sujet sur lequel vous avez le plus appris ou qui vous a le plus choqué? C'est 2 questions en une. Ouais, ce qui manque. Alors, je reviens encore à Valérie Masson-Delmotte, mais en gros, pour elle, le niveau général des Français de connaissances sur le climat, c'est le niveau 5e. Voilà. Donc, à partir de là, il y a évidemment une grosse mise à niveau à faire auprès de tout le monde. Alors, moi, j'ai de temps en temps des gens qui me disent « Ah oui, les générations futures ». Non, c'est pas les générations futures, c'est tout le monde. C'est pas que les gamins maintenant. Ça y est, on a passé ce cap-là. Il faut que tout le monde prenne conscience de ce qui nous attend. Et encore une fois, nous, c'est pareil. C'est pas notre mise à niveau, elle a été faite par des scientifiques et pas par des ONG. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment des choses très, très, très claires, nettes et précises qui ont été annoncées. Et quand on a cette connaissance-là, on peut plus du tout voir les choses de la même manière. C'est impossible. C'est impossible de se balader dans la rue sans voir ce qui nous entoure de la même manière qu'avant. C'est impossible. Donc ça paraît primordial de pouvoir justement amener ce type d'information, mais très simplement, et amener ce type d'information pour que les gens commencent à comprendre. On a plein de signaux faibles qui sont en train de s'accumuler, mais la lecture de ces signaux faibles, elle n'est pas faite en fait correctement. Moi, quand les gens, on leur dit, t'as vu, c'est de plus en plus chaud, ouais, cool, c'est bien, 1 degré de plus, ça va être sympa. Ouais, bon, ok. Donc les gens ne comprennent pas vraiment tous les enjeux. La différence entre la météo et le climat, c'est pareil, c'est des choses, c'est des nuances, des notions que les gens n'ont pas forcément. Et oui, forcément, c'est toutes ces choses-là qu'il faut améliorer et apporter la formation. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on ne peut pas non plus dire, bon, les gars, 2050, on va tous crever. À un moment, il faut aussi amener des solutions. Il faut amener une lueur d'espoir aux gens, leur dire, voilà, il y a ça comme problématique, il y a ça comme problématique, mais il y a aussi une part de solution qui peut être apportée, soit par l'industrie, soit par l'individu, soit par une prise de conscience, mais en tout cas, amener une lueur un peu d'espoir sous peine de perdre les gens. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on leur dit, les gars, cherchez pas, d'ici 30 ans, tout est plié, bon, bah, on lâche les gaz et on y va. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre maintenant? Donc voilà, trouver l'équilibre aussi dans la communication pour que les gens se sentent impliqués et aient envie de s'impliquer et de se dire, ok, je peux faire quelque chose quand même. Toi, Mathias, tu as le même ressenti? Pas vraiment, en fait. De manière globale, la prise de conscience générale, c'est pas un concept avec lequel je suis totalement d'accord. Je pense que c'est un peu fort comme terme, mais là, j'en ai pas d'autre qui me vient, donc je suis désolé, je veux pas être brutal ni méchant. Enfin, pas de donner de sens péjoratif, mais il y a un côté peut-être un peu utopiste à la prise de conscience générale. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être informés ou qui... J'ai des proches, ils savent très bien qu'il y a un problème avec l'écologie, que le climat ça se dérègle, qu'on va tous crever parce qu'ils baignent dans des milieux qui sont mes milieux où l'écologie c'est très important. Et pourtant, en fait, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas, ils n'ont pas envie de faire cet effort d'information, de se former, de faire l'effort au quotidien, de savoir qu'est-ce qui émet le moins de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui est le plus écolo. Je pense que en fait, il faut pas, c'est peut-être pas forcément une très bonne idée d'aller chercher la prise de conscience générale, mais qu'il y a des gens qui n'ont juste pas envie de se former, qui n'ont pas envie de savoir, et pour lesquels il y a juste un besoin qui est vraiment un système qui leur permet de respecter l'environnement sans se poser ces questions-là. Après, pour répondre peut-être un peu plus directement à la question, pour que la prise de conscience, pas forcément je généralise, mais pour qu'on prenne bien conscience, on a au moins une preuve, c'est qu'il nous a fallu une convention citoyenne. Donc peut-être que l'information ne suffit pas, et peut-être qu'il faut aller jusqu'à la responsabilisation des gens et mettre une sorte de pouvoir entre les mains des gens pour leur dire maintenant, c'est à vous de prendre ces décisions-là qui vont permettre à tout le monde d'avoir un meilleur impact sur l'environnement.
Peut-être que plus que l'information, c'est de la responsabilisation qu'il faut. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être juste pour terminer, on va pas vous déranger trop longtemps. Travis, qu'est-ce que tu en penses qu'on aborde un petit peu? Je sais que on s'est eu au téléphone ce midi avec Travis, et Travis m'a parlé du coup, c'était un peu ce feedback de ce premier tour qui a eu lieu ce week-end. Et Travis m'a expliqué qu'il était en train de rédiger du coup un article sur l'abstention. Quels ont été vos retours du coup de ce premier tour électoral? Est-ce que vous avez ouais, vos ressentis là-dessus? Vous qui avez une télé à la vie politique, un petit peu, tu vois, est-ce que c'est pas surprenant? Est-ce que ça vous a, j'imagine que ça vous a déçu, mais Tu veux commencer? Qui commence? Alors, malheureusement, on est dans la continuité de ce qui se passe depuis plusieurs temps, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les chers politiciens par eux-mêmes ne représentent plus grand monde, et les premières réactions qu'il y a eu à la suite du premier tour, c'était de dire non, mais c'est bon, on est élu, on est élu. Non, on est élu, on est légitime. Mais non, il n'y a plus aucune légitimité maintenant. Quand on est élu avec 20% de votants qui se déplacent, on n'est pas légitime. Alors de temps en temps, sur des élections plus locales, j'ai le souvenir d'avoir discuté avec une élue du 18e arrondissement, aux dernières municipales en plein Covid, qui disait ouais, on a été élu, mais on a conscience qu'on n'est pas légitime pour appliquer notre programme tel qu'on l'avait envisagé. Donc oui, on va retravailler un peu les choses et on va faire un peu de participation citoyenne. Ça, c'était les intentions de départ. Est-ce qu'ils l'ont réellement fait? Je suis pas sûr. Mais effectivement, là, on est quand même au bout du chemin. C'est un peu l'espoir qu'il y avait avec la Convention citoyenne pour le climat, c'était de se dire, en fait, cette convention, ça peut être un trait d'union entre les citoyens et les politiques. Au lieu de ça, ça n'a pas été du tout la traduction qui a été faite par les parlementaires. Au contraire, ils nous ont vus comme des gens qui allaient forcer un peu et marcher sur leur plate-bande, alors que c'est pas du tout le cas. Moi, là, par exemple, je me suis en partie engagé sur un projet là, qui s'appelle la primaire populaire, et c'est un petit peu justement le contre... c'est un peu le croche-pied à la politique à papa qu'on connaît actuellement, c'est de dire voilà, nous, les citoyens, nous posons des points de programme et on va aller chercher un candidat entre nous et lui proposer de représenter ce projet-là. Parce que je pense maintenant que c'est comme ça que ça va marcher. Si on veut intéresser les citoyens à la politique, il faut que ce soit des idées de citoyens qui soient mises en place et qui soient représentées par quelqu'un issu de la société civile ou pas, mais qui s'engage à tenir des engagements portés par des citoyens. Mathias? Pour moi, bon, je suis assez d'accord avec Mathieu. Après ce premier tour des régionales, par contre, j'ai pas été déçu. Enfin, j'ai pris une grosse claque en voyant les pourcentages, évidemment. Après, j'étais quand même extrêmement satisfait de voir que en deuxième position, c'était les écologistes. Enfin, de voir qu'on arrivait second, c'était quand même super cool, même si c'était très loin derrière Laurent Wauquiez. Et puis ensuite, analyse faite, la chose, il y a tellement d'abstention qu'en fait le nombre de voix, il est vachement intéressant à regarder, et l'écart, il est finalement pas si grand en termes de nombre de voix. Et puis il y a un progrès incroyable de l'écologie dans les voix qui sont exprimées, donc il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Après, bon, pour tout le reste, tout le côté abstention massive, je ne peux que rejoindre Mathieu, surtout ce temps, on arrive au bout du chemin. Et effectivement, il y a un trait d'union possible avec les conventions citoyennes, mais peut-être que les élus n'ont pas vraiment l'habitude de travailler dans un environnement dans lequel on crée des ponts et on s'entend bien. Et donc, fortement, ils imaginent plus qu'on vient marcher sur leur plate-bande plutôt qu'on vient enrichir leur milieu de professionnel. La question, quelles sont tes pistes, toi? Là, tu es en train de rédiger l'article. Votre ressenti chez Pau après avoir mené cette campagne? Sans trop en dire, parce que je voudrais pas spoiler tout le contenu de l'article non plus. Mais je rejoins Mathias sur le côté, c'est pas vraiment une déception. Et pourtant, peut-être qu'on pourrait s'attendre... Peut-être que les gens pourraient s'attendre à une réaction contraire du fait qu'on a quand même fait une campagne pour mobiliser les gens sur les questions de mobilité pendant 2 mois en vue des élections. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, globalement, on
comme Mathias, en fait, on prend les chiffres de l'abstention comme des choses fortes que tout le monde doit considérer. Mais moi, personnellement, je considère que l'abstention, ça reste une participation à un signal politique à part entière, sans le mettre sur la même ligne que le vote, mais ça reste quelque chose d'important qu'il faut considérer. Et je suis totalement en deux lignes. Je pense qu'on peut totalement dire qu'on est à l'opposé des discours qui disent que si les gens ne vont pas voter, c'est parce qu'ils s'en foutent et qu'il faudrait rendre le vote obligatoire, voire les punir s'ils ne votent pas, etc. Je pense qu'au contraire, il faut déjà se rendre compte qu'il y a différents profils d'abstentionnistes, au lieu de toujours dire les abstentionnistes, comme s'il y avait un profil type d'abstentionniste qu'il faut pointer du doigt, etc. Donc ça, c'est une première chose à prendre en compte. Et ensuite, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les gens s'abstiennent? Pourquoi tel ou tel groupe de personnes s'abstiennent? Comment on fait en sorte qu'ils ne s'abstiennent pas? Et ça passe par une remise en cause de tout le monde. Et à mon avis, ceux qui devraient se remettre en cause en premier, c'est les politiques. Voilà ce que je pouvais dire en quelques lignes sans aller trop loin. On a hâte de lire cet article. Et puis, comme il dit Antoine, les élections, c'est loin d'être la fin de votre mobilisation et que Exactement. Ça freinera pas l'envie de vous engager. Juste, je termine. Promis, c'est la dernière question de David. Est-ce que le rôle de la Convention citoyenne pourrait être l'apport de vulgarisation sur les sujets que vous avez parcourus? C'est-à-dire, pour vous, peut-être partager tout ce que vous avez appris et le mettre à disposition. C'est un peu ce que tu vas faire de ton côté, Mathieu. C'est un petit peu ça. Après, c'est pour ça que je trouve l'expérience qui va avoir lieu là va être assez intéressante parce que comment aborder le sujet de la transition avec des gens qui doivent déjà essayer de voir la fin du mois. Voilà, ça va être assez intéressant justement de trouver les leviers qui vont permettre de sensibiliser cette catégorie sociale, entre autres. Mais ça peut j'ai envie de dire que c'est pareil un peu avec toutes les catégories. Pareil pour les jeunes. Moi, je suis sur les marches pour le climat, par exemple. J'ai pas vu énormément de jeunes issus de quartiers populaires. Donc, voilà, il y a des jeunes qu'il va falloir aller chercher. Il y a des anciens aussi qu'il va falloir aller chercher. Comment les sensibiliser, comment en tout cas les faire s'arrêter 5 minutes pour essayer de comprendre les choses. C'est ça, tous les enjeux sont là et on n'a pas tous une Valérie Masson-Delmotte dans la poche qu'on peut sortir. C'est pas un Pokémon, quoi. Sinon, on aurait gagné. Mais ça aurait été idéal, ça. Mais c'est pas possible, malheureusement. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'essayer de diffuser au maximum ce type de pensée pour réussir à attraper les gens et leur faire comprendre les enjeux, les faire rebondir dans leur quotidien. Bah tiens, t'as remarqué ci, t'as remarqué ça, mais encore une fois, il y a des gens qui ont des œillères et ça va être très compliqué. Pour 10 minutes de discours, il y a 3 minutes de pub face à nous et on est plié, quoi. C'est tout le système. Et d'ailleurs, ça fait. Alors, je reviens encore sur Valérie Masson-Delmotte, mais il y en avait une qui lui avait posé la question. Il lui avait dit, mais pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait. Quel est le point le plus important à changer? Et moi, ça m'avait un peu étonné, mais elle avait dit la publicité. Elle avait dit la publicité. C'était un des vecteurs les plus importants à faire bouger. Et bizarrement, c'est un des secteurs sur lequel on n'a pas réussi à faire bouger. Pareil, du coup, pour toi, Mathias, tu rejoins Mathieu? Totalement. Je partage complètement ton avis. Ouais, je pense que globalement, la vulgarisation sur les sujets, il faut être capable de vulgariser. Donc, je ne sais pas si on tous serait vraiment capable de le faire, mais en tout cas, donner de l'information sur au moins ce qu'on a vécu et peut-être ce qu'on a appris. Je trouve que c'est déjà un peu ce qu'on est en train de faire là, et beaucoup de membres de la Convention sont prêts à parler et à répondre aux questions qu'on pose, que ce soit lors de moments, d'événements organisés comme ici, ou bien de façon beaucoup plus, on va dire, normale ou anecdotique, à quelqu'un qu'on croise et qui apprend qu'on a fait partie de l'aventure et qui pose des questions comme ça arrive à beaucoup. Et il y a déjà quelque chose qui se passe, je pense, à ce niveau-là. Loin de s'arrêter, ça peut clairement aller plus loin. Ouais, pour poursuivre en 2 secondes, oui, justement,
le fait aussi que bah, vous soyez là et comme tu dis, il y a d'autres personnes de la convention qui font aussi ce travail. Pour moi, ça témoigne aussi de la puissance de l'expérience que vous avez vécue, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, bah, vous avez bossé sur des projets de loi, c'est accepté, pas accepté. Bon, bah, tant pis. On est content, on n'est pas content. Puis l'aventure est terminée. Alors qu'on voit bien que, bon, bah, voilà, des mois et des mois après, on en parle parce que, bah, mine de rien, malgré tout comment les travaux de la Convention ont été traités après, ça reste une expérience démocratique exceptionnelle en France. Et non, là-dessus, en tout cas, moi, d'un point de vue purement personnel, je peux que vous dire bravo de tout ce que vous avez fait. Et bravo surtout de continuer d'en parler. Merci. Et ouais, exactement, c'est ce par quoi j'allais conclure, Travis. Merci en tout cas et bravo à vous d'avoir pris le temps, de prendre le temps. J'imagine c'est quelque chose que vous faites, que vous devez répéter de nombreuses fois et merci d'avoir pris le temps de nous partager de votre expérience. Et puis je pense que Travis doit me rejoindre, mais nous en tant que marque Picture, c'est juste profiter de notre petite aura pour partager votre message auprès de notre communauté. C'est déjà très important pour nous de le faire et on vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre expérience. C'est très, très cool. Et comme l'a dit Antoine, les élections, c'est loin d'être la fin de la mobilisation. Ouais, carrément. Le vote, c'est une des possibilités que les gens ont d'agir, mais c'est loin d'être la seule. Et qu'ils la saisissent ou pas, pour leurs raisons qui sont propres, dans tous les cas, la mobilisation continue. Et un grand merci à vous deux. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Au plaisir de vous recroiser sur les skis si vous allez venir dans le coin ou autre, ça serait trop cool. Et puis, si vous venez sur Annecy, vous nous faites signe. Ça serait cool. Ça marche. Au plaisir. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonne soirée encore. Merci. Ciao.